Chapitre 9. Le rôle des proches dans la mise en place des habitudes. En 1965, un Hongrois nommé László Polgár écrivit une série de lettres étranges à une femme prénommée Clara. László croyait dur comme fer aux vertus du travail. En fait, c'était tout ce en quoi il croyait. Il rejetait complètement l'idée du talent inné. Il affirmait qu'avec la pratique volontaire et le développement de bonnes habitudes, un enfant pouvait devenir un génie dans n'importe quel domaine. Il avait un mantra, « On ne naît pas génie, on le devient par l'éducation et la formation ». László croyait tellement en cette idée qu'il voulait la tester sur ses propres enfants, et il écrivait à Clara parce qu'il avait besoin d'une femme prête à le suivre dans cette aventure. Clara était enseignante et, bien qu'elle ne fût peut-être pas aussi inflexible que László, elle croyait également qu'avec un enseignement approprié, tout le monde pouvait améliorer ses compétences. László décida que les échecs seraient un terrain propice à l'expérience et il élabora un programme pour que ses enfants deviennent des prodiges des échecs. Les enfants seraient scolarisés à la maison, fait rare en Hongrie à l'époque. La maison serait remplie de livres d'échecs et d'images de joueurs célèbres. Les enfants joueraient constamment les uns contre les autres et participeraient aux meilleurs tournois. La famille tiendrait à jour un système de fichiers précis de l'historique des tournois de chaque concurrent auquel les enfants étaient confrontés. Leur vie serait consacrée aux échecs. László courtisa avec succès Clara et, quelques années plus tard, les Polgár étaient devenus parents de 3 jeunes filles, Suzanne, Sofia et Judith. Suzanne, l'aînée, commençait à jouer aux échecs à l'âge de 4 ans. Au bout de 6 mois, elle battait des adultes. Sofia, la deuxième, fit encore mieux. À 14 ans, elle était championne du monde, puis devint grand maître. Judith, la plus jeune, était la meilleure de toutes. À 5 ans, elle pouvait battre son père. À 12 ans, elle était la plus jeune joueuse jamais classée parmi les 100 meilleurs joueurs d'échecs au monde. À 15 ans et 4 mois, elle devint le plus jeune grand maître de tous les temps, plus jeune que Bobby Fischer, l'ancien détenteur du record. Pendant 27 ans, elle fut la première joueuse d'échecs au monde. L'enfance des sœurs Polgár fut pour le moins atypique, et pourtant, si vous leur posez des questions à ce sujet, elles vous diront que leur mode de vie était normal, voire agréable. Au cours de différents entretiens, les sœurs décrivent leur enfance comme amusante plutôt qu'épuisante. Elles adoraient jouer aux échecs, elles ne s'en lassaient jamais. Une fois, László avait même trouvé Sofia jouant aux échecs dans la salle de bain au milieu de la nuit. Tout en l'encourageant à retourner au lit, il lui avait dit « Sofia, laisse les pièces d'échecs dormir ». À quoi elle avait répondu « Papa, elle m'empêche de dormir ». Les sœurs Polgár ont grandi dans une culture qui privilégiait les échecs avant toute chose. Ce jeu leur procurait plaisir et récompense. Dans leur monde, l'obsession des échecs était normale. Et comme nous allons le constater, toutes les habitudes qui nous semblent normales dans notre culture sont par conséquent les comportements qui nous semblent les plus attrayants. De l'influence des normes sociales. Les êtres humains sont des animaux de troupeau. Nous voulons nous intégrer, créer des liens avec les autres et gagner le respect et l'approbation de nos pairs. Ces penchants sont essentiels à notre survie. Pendant la majeure partie de notre histoire, nos ancêtres vécurent dans des tribus. Être séparé de la tribu, ou pire, être chassé, était une condamnation à mort. Le loup solitaire meurt, mais la meute survit. Je suis tellement content d'avoir pu intégrer une référence à Game of Thrones dans ce livre. En revanche, ceux qui collaborent et tissent des liens avec les autres sont mieux protégés, peuvent procréer et accéder aux ressources. Comme Charles Darwin l'a noté, dans la longue histoire de l'humanité, ceux qui ont appris à collaborer et à improviser le plus efficacement l'ont toujours emporté. En conséquence, l'un des désirs les plus profonds de l'homme est d'appartenir à un groupe. Et cette préférence ancestrale exerce une influence puissante sur notre comportement moderne. Nous ne choisissons pas nos premières habitudes, nous les imitons. Nous suivons le scénario transmis par nos amis et notre famille, notre église ou notre école, notre communauté locale et la société en général. Chacune de ces cultures et chacun de ces groupes ont leurs propres attentes et normes. Faut-il se marier et à quel moment? Combien d'enfants faut-il avoir? Quelle fête faut-il célébrer? Combien d'argent faut-il dépenser pour l'anniversaire de son enfant? À bien des égards, ces normes sociales sont les règles invisibles qui guident votre comportement chaque jour.
Vous les gardez toujours à l'esprit, même si elles ne sont pas vos préoccupations premières. Bien souvent, vous suivez les habitudes de votre culture sans réfléchir, sans vous poser de questions et, parfois, sans vous en souvenir. Comme l'a écrit le philosophe Michel de Montaigne, les us et coutumes de la vie en société nous entraînent. La plupart du temps, suivre le groupe ne se vit pas comme une contrainte. Tout le monde peut appartenir à un groupe. Si vous grandissez dans une famille qui vous gratifie pour vos compétences en échecs, jouer aux échecs semblera être une chose très attrayante à faire. Si vous travaillez à un poste où tout le monde porte des costumes coûteux, vous aurez également tendance à faire de même. Si tous vos amis partagent une blague avec vous ou utilisent une nouvelle expression, vous voudrez aussi l'employer pour qu'ils sachent que vous comprenez. Les comportements sont attrayants quand ils nous aident à nous intégrer. Nous imitons les habitudes de 3 groupes en particulier. 1. Les proches. 2. La masse. 3. Les puissants. Chaque groupe offre la possibilité d'exploiter la 2e loi du changement de comportement et de rendre nos habitudes plus attrayantes. 1. Imiter les proches. La proximité a un effet puissant sur notre comportement. Cela s'applique à l'environnement physique, comme nous l'avons vu au chapitre 6, mais également à l'environnement social. Nous prenons les habitudes des gens autour de nous. Nous copions la façon dont nos parents gèrent les disputes, la façon dont nos pères se draguent, la manière dont nos collègues obtiennent des résultats. Lorsque vos amis fument de l'herbe, vous essayez aussi. Lorsque votre conjoint a l'habitude de revérifier que la porte est bien fermée à clé avant d'aller au lit, vous le faites également. Je constate que j'imite souvent le comportement de ceux qui m'entourent sans m'en rendre compte. Dans une conversation, j'adopte automatiquement la posture corporelle de l'autre personne. À l'université, je copiais la façon de parler de mes camarades de chambre. Lorsque je voyage à l'étranger, j'imite inconsciemment l'accent local. En règle générale, plus nous sommes proches de quelqu'un, plus nous avons de chances d'imiter certaines de ses habitudes. Une étude innovante suivit 12 000 personnes pendant 32 ans et révéla que les chances d'une personne de devenir obèse augmentaient de 57% si elle avait un ami qui devenait obèse. Cela fonctionne également dans l'autre sens. Une autre étude révéla que, dans un couple, si l'un des partenaires perdait du poids, l'autre partenaire maigrissait également, environ 1 fois sur 3. Nos amis et notre famille exercent une sorte de pression invisible qui nous incite à faire comme eux. Bien sûr, la pression des pairs n'est mauvaise que si vous êtes entouré de mauvaises influences. Lorsque l'astronaute Mike Massimino était étudiant au MIT, il suivit un petit cours de robotique. Sur les 10 personnes de la classe, 4 sont devenus astronautes. Si l'objectif était d'aller dans l'espace, c'était la formation à suivre. De même, une étude révéla que plus le QI de votre meilleur ami était élevé à 11 ou 12 ans, plus votre QI serait élevé à 15 ans, même après un test des niveaux d'intelligence naturelle. Nous absorbons les qualités et les pratiques de ceux qui nous entourent. Une des choses les plus efficaces que vous puissiez faire pour créer de meilleures habitudes, c'est d'adopter une culture où votre comportement souhaité est le comportement normal. Les nouvelles habitudes semblent réalisables lorsque vous voyez les autres les appliquer tous les jours. Si vous êtes entouré de personnes en forme, vous aurez plus de chances de considérer que le sport est une habitude courante. Si vous êtes entouré d'amoureux de jazz, vous aurez plus de chances de croire qu'il est raisonnable de jouer du jazz tous les jours. Votre culture définit vos attentes sur ce qui est normal. Entourez-vous de personnes qui ont les habitudes que vous souhaitez avoir. Vous évoluerez ensemble. Pour rendre vos habitudes encore plus attrayantes, vous pouvez aller plus loin dans cette stratégie. Adoptez une culture où 1. Votre comportement souhaité est le comportement normal et 2. Vous avez déjà quelque chose en commun avec le groupe. Steve Kamb, un entrepreneur basé à New York, dirige la société Nerd Fitness, qui aide les asociaux, les marginaux, les inadaptés et les laissés pour compte à perdre du poids, à reprendre confiance et à retrouver la santé. Parmi ses clients, on compte des amateurs de jeux vidéo, des cinéphiles et des gens ordinaires qui veulent reprendre leur vie en main. Beaucoup d'entre nous ne se sentent pas à leur place la première fois qu'ils vont à la salle de sport ou tentent de changer de régime. Mais si vous avez déjà un point commun avec les autres membres du groupe, par exemple si vous appréciez comme eux Star Wars, le changement sera plus facile et attrayant car il aura déjà été appliqué par des gens comme vous. Rien ne soutient mieux la motivation que l'appartenance à une tribu.
Cela transforme une quête personnelle en une quête collective. Au début, vous êtes seul, votre identité est singulière, vous êtes un lecteur, un musicien, un athlète quelconque. Lorsque vous rejoignez un club de lecture, un groupe de musique ou un club de cyclistes, votre identité est liée à celle de votre entourage. L'évolution et le changement ne sont plus une quête individuelle. Vous adoptez le nous. L'identité collective renforce votre identité personnelle. Il est donc essentiel de rester dans un groupe après avoir atteint un objectif pour maintenir vos habitudes. C'est l'amitié et la communauté qui vous permettent d'ancrer une nouvelle identité et qui vous aident à maintenir vos nouveaux comportements sur le long terme. 2. Imitez la masse. Dans les années 1950, le psychologue Solomon Asch mena une série d'expériences qui sont maintenant enseignées à des milliers d'étudiants du premier cycle chaque année. Au début de chaque expérience, le sujet entrait dans une pièce avec un groupe d'étrangers. À leur insu, les autres participants étaient des acteurs désignés par le chercheur et chargés de fournir des réponses scénarisées à certaines questions. On montrait au groupe une carte avec une ligne, puis une seconde carte avec une série de lignes. Chaque personne devait sélectionner sur la deuxième carte la ligne dont la longueur était similaire à celle de la première carte. La tâche semblait très simple. L'expérience commençait toujours de la même façon. Au début, il y avait des tests faciles où tout le monde était d'accord sur la bonne ligne. Après quelques séries de tests, les participants se voyaient proposer un test aussi évident que les précédents, à la différence que les acteurs présents choisissaient une réponse intentionnellement incorrecte. Tout le monde convenait que les lignes étaient les mêmes, même si elles étaient clairement différentes. Les sujets, qui n'étaient pas au courant de la ruse, étaient immédiatement désorientés. Leurs yeux s'écarquillaient, ils riaient nerveusement, regardaient les réactions des autres participants, s'agitaient de plus en plus, alors que, l'un après l'autre, chaque participant donnait la même réponse incorrecte. Les sujets commençaient alors à douter et répondaient finalement à la réponse qu'ils considéraient intimement comme incorrecte. Asch mena cette expérience plusieurs fois et de différentes manières. Il découvrit qu'à mesure que le nombre d'acteurs augmentait, la conformité de chaque sujet à l'opinion du groupe augmentait. S'il n'y avait que le sujet et un acteur dans la pièce, alors le choix de cet acteur n'avait aucun impact. Le sujet supposait simplement qu'il était avec un imbécile. Lorsque 2 acteurs se trouvaient dans la pièce avec le sujet, l'impact était encore faible. Mais lorsque le nombre d'acteurs augmentait et passait de 3 à 4 et jusqu'à 8, le sujet avait de plus en plus tendance à se poser des questions. À la fin de l'expérience, près de 75% des sujets étaient d'accord avec la réponse du groupe, même si elle était manifestement incorrecte. Chaque fois que nous ne savons pas comment agir, nous nous tournons vers le groupe pour guider notre comportement. Nous scrutons constamment notre environnement et nous nous demandons que feraient tous les autres. Nous vérifions les avis sur Amazon, Yelp ou TripAdvisor, car nous voulons imiter les meilleures habitudes d'achat, de restauration et de voyage. C'est généralement une stratégie intelligente et les exemples sont nombreux. Mais il peut y avoir un inconvénient. Le comportement normal de la tribu l'emporte souvent sur le comportement souhaité de l'individu. Par exemple, une étude révéla que lorsqu'un chimpanzé membre d'un groupe découvre un moyen efficace de casser des noix et qu'il passe ensuite à un nouveau groupe utilisant une stratégie moins efficace, il évite d'utiliser sa méthode plus astucieuse pour casser les noix, simplement pour se fondre dans la masse et s'intégrer à son nouveau groupe. Les humains ont des comportements semblables. Il y a une énorme pression interne pour se conformer aux normes du groupe. La récompense de l'acceptation est souvent plus grande que celle de gagner en cas de confrontation, d'avoir l'air intelligent ou de trouver la vérité. La plupart du temps, nous préférons avoir tort avec la foule plutôt que d'avoir raison seul. L'esprit humain sait comment s'adapter avec ses semblables. Il veut s'adapter à ses semblables. Ce comportement est naturel. Vous pouvez contourner ce schéma, choisir d'ignorer le groupe ou de ne plus vous soucier de ce que les autres pensent, mais cela demande du travail. Aller à contre-courant de votre culture nécessite des efforts supplémentaires. Changer vos habitudes signifie défier la tribu. Le changement est peu attrayant. Quand le fait de changer vos habitudes signifie vous intégrer à la tribu, le changement est alors très attrayant. 3. Imitez les puissants. Partout dans le monde, chaque être humain recherche le pouvoir, le prestige et la renommée.
Nous cherchons tous à obtenir des médailles ou récompenses. Nous voulons afficher les termes président ou associé dans nos fonctions. Nous voulons être connus, reconnus et félicités. Cette tendance peut sembler vaine, mais d'une manière générale, cela me semble être un choix judicieux. De tout temps, on a constaté qu'une personne jouissant de plus de pouvoir et de renommée avait accès à plus de ressources, se souciait moins de sa survie et s'avérait être un conjoint potentiel plus attirant. Nous sommes attirés par les comportements qui nous inspirent respect, adhésion, admiration et renommée. Nous voulons être les meilleurs à la salle de sport, jouer les accords de musique les plus difficiles ou avoir les enfants les plus intelligents et épanouis qui soient. Tout ça pour nous démarquer des autres. Une fois que nous sommes prêts, nous commençons à chercher des moyens de nous démarquer. C'est l'une des raisons pour lesquelles nous sommes toujours à l'affût des habitudes des personnes très efficaces. Nous essayons de copier le comportement des personnes qui ont réussi parce que nous souhaitons nous-mêmes réussir. Beaucoup de nos habitudes quotidiennes sont des imitations de personnes que nous admirons. Vous reproduisez les stratégies marketing des entreprises les plus performantes de votre secteur. Vous faites une recette de votre pâtissier préféré. Vous empruntez les stratégies de narration de votre auteur préféré. Vous imitez le style de communication de votre patron. Nous imitons les gens que nous envions. Les personnes de haut statut bénéficient de l'adhésion, du respect et des éloges des autres. Autrement dit, si un comportement nous inspire adhésion, respect et éloge, nous le trouvons attrayant. Nous cherchons également à éviter les comportements susceptibles de nuire à notre statut. Nous taillons nos haies et tondons notre pelouse parce que nous ne voulons pas passer pour le fainéant du quartier. Lorsque notre mère vient nous rendre visite, nous nettoyons la maison car nous ne voulons pas être jugés. Nous nous demandons sans cesse « que vont penser les autres de moi ?» et modifions notre comportement en fonction de la réponse. Les sœurs Polgar, les prodiges des échecs cités au début de ce chapitre, sont la preuve de l'impact puissant et durable que des influences sociales peuvent avoir sur notre comportement. Ces sœurs ont joué aux échecs plusieurs heures par jour et appliqué cette discipline remarquable pendant des décennies. Ces habitudes et comportements ont conservé leur attrait, en partie parce qu'ils étaient valorisés par leur culture. Les éloges de leurs parents et les différentes étapes franchies pour atteindre leur renommée les encourageaient fortement à poursuivre leurs efforts. Résumé du chapitre. La culture dans laquelle nous vivons détermine les comportements qui nous attirent. Nous avons tendance à adopter des habitudes qui sont louées et approuvées par notre culture parce que nous aspirons à nous intégrer et à appartenir à la tribu. Nous avons tendance à imiter les habitudes de 3 groupes sociaux, les proches, famille et amis, la masse, la tribu, et les puissants, ceux qui ont la renommée et le prestige. Pour créer de meilleures habitudes efficacement, adoptez une culture dans laquelle 1. Votre comportement souhaité est le comportement normal, et 2. Vous avez déjà quelque chose en commun avec le groupe. Le comportement normal de la tribu l'emporte souvent sur le comportement souhaité de l'individu. La plupart du temps, nous préférons avoir tort avec la foule que d'avoir raison seul. Si un comportement peut nous apporter adhésion, respect et éloge de nos pairs, nous le trouvons attrayant.